Donc voilà, la dernière fois, on a vu le transistor à effet de champ, surtout le transistor GFET, d'accord? On a vu les différentes caractéristiques de ce transistor à effet de champ, à savoir le canal, comment le canal se pince, c'est-à-dire il est étranglé, et comment la polarisation des jonctions de ce transistor, à savoir la jonction gris source et source drain. D'accord? On a vu le fonctionnement de ce transistor à effet de champ, donc avec les différentes parties de fonctionnement pour les différentes valeurs de tension de polarisation. Tout d'abord avec VGS, les valeurs de VGS, quand VGS est faible et quand VGS il augmente. Et puis pour les valeurs de VDS, quand VDS est faible et quand VDS augmente. Et à partir de là, on a essayé de tracer les caractéristiques de ce transistor, à savoir la caractéristique de transfert et la caractéristique de sortie. Donc, pour ce transistor à effet de champ, on a deux caractéristiques. Caractéristique de transfert, c'est ID en fonction de VGS lorsque VDS est constante et ID en fonction de VDS lorsque VGS est constante pour la caractéristique de sortie. Ou plutôt plusieurs caractéristiques de sortie. Comme vous voyez là, on a trois pour différentes valeurs de VGS. Pour chaque courbe, VGS, il est constant. D'accord? C'est comme on a ici VGS 1, VGS 2, VGS 3. En changeant VGS, vous voyez qu'on change, là, en faisant ohmique, on change la valeur de la résistance qui est présente par ce transistor. La zone linéaire, il est beaucoup plus vaste ou beaucoup plus large, contrairement au transistor bipolaire, ce qui favorise l'utilisation de ce transistor dans certaines applications telles que l'amplification. Donc, on a étudié la polarisation ou les montages de polarisation, automatique, tout d'abord par résistance à la source et résistance RG. Donc, lors de l'étude des montages de polarisation automatique, on focalise notre étude sur la droite d'attaque et la droite de charge. Donc, on essaye de les trouver pour les tracer, si vous voulez, sur le réseau de caractéristiques afin de déterminer le point de fonctionnement. Donc, de la même manière comme pour le transistor bipolaire, l'étude de transistor à effet de champ se base sur l'étude statique et l'étude dynamique. Et dans l'étude statique, notre objectif, c'est de fixer un point de fonctionnement selon le montage, d'accord, selon les valeurs des résistances de montage et de la tension de polarisation. Et le régime dynamique consiste à faire des petites variations dans le régime petit signal autour de ce point de fonctionnement. Donc le régime dynamique, lorsqu'on parle de régime dynamique, c'est-à-dire un régime variable, d'accord? Mais il faut savoir que ces variations qu'on introduit, ce sont des petites variations de telle façon à rester dans la zone linéaire. Parce que si on dépasse la zone linéaire, certes, on aura des dégradations de performance et donc on rentre peut-être dans le régime de saturation. Et donc, le signal à la sortie ne sera pas tellement, sera détérioré, donc il ne sera pas tellement avec la même forme euh, que, que le signal d'entrée. Alors, par la suite, après l'étude dynamique, donc on a commencé l'étude, après l'étude statique plutôt, on a commencé l'étude dynamique. Et l'étude dynamique, on a déterminé deux caractéristiques de transistors à effet de champ. D'accord? Donc, la première caractéristique, c'est la résistance de sortie, d'accord, qui est donnée par cette relation. Et la deuxième, c'est la pente ou bien la transconductance, qui est donnée par cette relation, CGR. D'accord? Donc, le transistor à effet de champ est caractérisé par RDS, par sa résistance dynamique, et par sa transconductance GR. D'accord? Donc, souvent dans le dynamique, on a tendance de travailler avec ces deux caractéristiques ou ces deux paramètres. Après, on a donné un schéma équivalent de transistor à effet de champ. Comme vous voyez là, on va adopter un schéma source commune.
Généralement, on travaille avec ce schéma-là basse fréquence. Ce schéma-là que j'ai donné ici en haute fréquence, HF, c'est juste pour vous montrer la différence. D'accord? Il faut savoir que ce schéma, déjà, c'est un schéma simplifié. En haute fréquence, il y a un schéma beaucoup plus compliqué que celui-là. D'accord? Donc, voilà, il faut. Donc, généralement, ce schéma-là, on ne va pas l'utiliser, juste j'ai les données pour que vous puissiez savoir qu'en haute fréquence, il y a un autre schéma équivalent de transistor à effet de champ. C'est-à-dire que si jamais vous travaillez des exercices sur un livre et vous trouvez qu'il utilise un schéma de ce type-là, ben, il faut savoir qu'ils sont en train de travailler en haute fréquence, c'est-à-dire en HF. Donc après, on a utilisé notre transistor dans des montages d'amplification. Et donc, on a commencé par l'amplificateur à transistor à effet de champ source commune, comme vous pouvez voir. Source commune parce qu'en dynamique, la capacité sera court-circuitée et la source sera connectée à la masse. Donc, l'étude de montage amplificateur à transistor à effet de champ, elle est beaucoup plus simple que celle d'un transistor bipolaire. D'accord? Et donc, comme vous pouvez voir, ça ne nécessite pas une grande démonstration. On obtient rapidement, ça ne nécessite pas beaucoup de démonstrations, beaucoup de lignes de démonstration. On obtient rapidement les valeurs qu'on cherche qui caractérisent l'amplificateur, à savoir son gain en tension, l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie et l'amplification, ou bien le gain de courant. Tous ces paramètres, ça caractérise l'amplificateur à transistor, à effet de champ. Donc, bien évidemment, ici, il n'y a que l'étude dynamique et l'étude dynamique se base sur le schéma dynamique équivalent de l'amplificateur qui est là. Donc, les calculs que j'ai fait ici, donc j'ai négligé RDS, d'accord? Comme vous pouvez le voir, juste pour faciliter le calcul. Vous pouvez ne pas négliger RDS et refaire le calcul. En tout cas, on va voir ça dans le TD pour ce montage, pour le montage source commune, d'accord? Pour le montage source commune, on va essayer de refaire le calcul de ces paramètres sans négliger RDS. La même chose pour le montage drain commun, d'accord? Donc voilà, drain commun, pourquoi? Parce que en dynamique, le générateur statique sera court-circuité et donc bien évidemment, donc le drain va être connecté à la masse. Et donc l'étude dynamique commence par le montage ou le schéma dynamique équivalent de l'ampli qu'on a ici. Et puis, bien évidemment, à partir de ce schéma, on peut déterminer les différents paramètres que vous voyez là. Bon, vous voyez que je n'ai pas déterminé ici l'amplification en courant ou bien le gain en courant, mais vous pouvez toujours le calculer ou bien le définir. Ça va vous nécessiter, ça va vous aider bien évidemment à comprendre le schéma. Donc, il faut être familier avec ces formules. Certainement, il faut refaire le calcul de ces formules-là. Donc, c'est très important. Et essayez de partager entre vous le calcul si jamais il y en a certains qui trouvent des difficultés. Donc, mais en tous les cas, dans les séances TD, on essaiera de revoir en détail les questions et aussi les différentes démonstrations. Alors, on va continuer, on continue cette fois-ci sur le transistor à effet de champ à grille isolée ou ce qu'on appelle MOSFET en anglais. D'accord? Donc, la structure de ce transistor à effet de champ et se présente sous la forme suivante, comme vous pouvez voir. Donc, on a un substrat, donc sur ce substrat N, on a un substrat N, c'est-à-dire un semi-conducteur de type N, un semi-conducteur extrinsèque. Lorsqu'on dit substrat, c'est toujours un semi-conducteur extrinsèque. Sauf qu'on l'appelle substrat parce que c'est la base. C'est sur ce semi-conducteur qu'on va construire notre transistor. Donc, c'est le semi-conducteur de base. D'accord? Donc, c'est celui qui se trouve en bas.
c'est la base de transistor, c'est-à-dire on ramène un semi-conducteur de type N, et dedans, on fait de dopage. Donc, toutes les régions que vous voyez là, les régions P, les différentes régions, c'est de dopage. Ils sont dopés, on fait de le dopage et de diffusion, si vous voulez, on fait beaucoup de phénomènes physiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la physique, il y a beaucoup de techniques de la physique et de la chimie, donc c'est des opérations qu'on fait dans une salle blanche pour essayer de fabriquer le transistor. Mais il faut savoir qu'au départ, pour commencer, on prend un semi-conducteur extrinsèque de type N. Et on l'appelle substrat parce que c'est lui qui va être la base, le noyau ou le cœur de transistor. D'accord? C'est pour ça qu'il est appelé substrat. Mais il ne faut pas dire substrat, ça veut dire autre chose. C'est tout simplement un semi-conducteur du type N. D'accord? Donc, dans lequel on va diffuser deux régions, comme je viens de signaler P et N, de région P, pardon, et entre lequel apparaît un canal. Entre ces deux régions, il y a un canal N. D'accord? Alors, l'une ces deux régions, c'est la source, et l'autre, c'est le drain. D'accord? Et la grille est isolée cette fois-ci, donc on a rajouté une couche d'oxyde de silicium. Comme vous pouvez voir ici, c'est l'oxyde de silicium, de façon à constituer un condensateur entre les armatures de grille et de canal. Donc, le fait, ici, ce qu'on a rajouté, on a rajouté cette, cette couche d'oxyde de silicium pour isoler la grille. D'accord? Isoler la grille. Il peut-être améliorer les performances de transistors à effet de champ qu'on vient de voir. D'accord? C'est dans le but d'améliorer certaines performances de ce transistor-là. D'accord? C'est pour ça, donc, ça, c'est une version d'un transistor à effet de champ qui est aussi beaucoup plus utilisé que le transistor à effet de champ qu'on vient d'avoir tout à l'heure, ou plutôt la séance précédente. Donc voilà, la même chose pour le transistor, pour le MOSFET. On a un MOSFET à canal N et un MOSFET à canal P. Un MOSFET canal P, il sera basé sur un substrat de type P. D'accord? Et bien évidemment, les deux régions diffusées ici, les deux régions, ils seront la région N, ils sont dopés N. Et le canal, ça va être canal P. D'accord? Ça ne va pas être canal N, c'est canal P. Donc, on peut avoir deux types de semi-conducteurs, soit un semi-conducteur, pardon, deux types de transistors, MOSFET, soit un MOSFET à canal N ou MOSFET N, soit un MOSFET à canal P. Donc, voilà les symboles de MOSFET qu'on utilise. Bon, généralement, cette partie, bon, ça ne va pas différer de ce qu'on vient de voir sur le transistor à effet de champ. La différence, c'est au niveau de caractéristiques plutôt, d'amélioration de caractéristiques. Nous, on va voir que c'est presque le même comportement et c'est le même étude. Hein. Donc, transistor à effet de champ, quelle que soit sa nature, GFET ou MOSFET, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de, au niveau électrique, le calcul des courants, le calcul de différents paramètres, c'est presque la même chose. Donc, il y a juste une petite différence, c'est au niveau d'amélioration de performance, vu l'introduction de cette couche d'oxyde de silicium qui isole la grille. Donc, suivant le canal et prédiffusé ou non, on trouve différents types de MOSFET. D'accord? Alors, on a plusieurs types de MOSFET. Il n'y a pas que les MOSFET qu'on vient de voir. Il y a des MOSFET, des N-MOSFET ou bien des P-MOSFET à enrichissement de canal, c'est-à-dire dans lesquels le champ crié attire les charges pour enrichir celui-ci. Et on a les N-MOSFET et les P-MOSFET à appauvrissement, c'est-à-dire déplétion, dans lesquels les champs criés vident le canal. D'accord? Donc, voilà, c'est comme on a, lorsqu'on dit enrichissement de canal, c'est comme on a un fort dopage, si vous voulez. C'est comme on fait de dopage fortement dopé. On a parlé de ça dans le transistor bipolaire. On a dit que les semi-conducteurs de type N dans le transistor bipolaire, elle est fortement dopée. D'accord? De côté émetteur et de côté collecteur, elle est moyennement dopée. D'accord? Ici, on revient sur le même principe. Donc, on a enrichissement de canal ou bien appauvrissement de canal.
D'accord? Donc, selon le dopage, si on le met sur un substrat P+, ou bien un substrat N+, d'accord? Et puis après, on fait la diffusion des zones de telle façon à créer un enrichissement de canal pour encourager ou pour attirer les charges pour enrichir le champ créé, ou bien faire de l'appauvrissement de canal pour, dans ce cas-là, vider ce canal. Alors, le fonctionnement de transistor MOSFET à enrichissement, parce que c'est lui qui est majoritairement utilisé, donc le principe de fonctionnement consiste à créer un champ électrique dans l'espace gris canal. D'accord? Dans l'espace gris canal, comme pour le transistor GFET, dans la première partie de ce chapitre, qu'on a vu dans la première partie de ce chapitre. Et donc, par une source de tension appliquée entre la grille et la source, UGS, de façon à inverser la polarité de canal pour qu'il devienne de même type que le semi-conducteur constituant la région S, la région source et la région drain. D'accord? Donc, le principe consiste à polariser par une tension EGS de telle façon à inverser la polarité du canal. Donc, on cherche à inverser la polarité du canal de telle façon, bien évidemment, à qu'il devienne de même type euh, que le semi-conducteur. D'accord? On voit la, que de semi-conducteur de côté source hydrain. Le semi-conducteur de côté source hydrain, il est de type P. Par contre, le canal, il est de type N. Donc, le fait de faire cette polarisation, c'est de changer, d'inverser la polarité de canal. Donc, c'est-à-dire de le rendre, de l'affaiblir au niveau des charges. C'est-à-dire, il n'y aura pas de charge, il y aura une diffusion des charges et donc il y aura plus de, il y aura passage des trous de là à là. Et donc, s'il y a passage de là à là, c'est-à-dire de la source vers le drain, en traversant le canal. Donc, le canal, il contient des électrons libres. Et donc, il y aura le phénomène de recombinaison qui va se passer au niveau du canal. Alors, dans ces conditions, on applique une tension de polarisation entre le drain et la source. C'est cette tension-là, UDS. Pour quelle raison? Eh ben, dans ce cas-là, on applique cette tension-là et les charges vont diffuser de la source vers le drain. Et donc, il y aura création d'un courant ID. Donc, il y aura création d'un courant ID. Donc, le courant ID sera créé et qui va circuler entre le drain et la source. Donc, le but, le principe de fonctionnement de transistor à effet de champ, ou plutôt MOSFET, c'est de créer ce courant ID. D'accord? Donc, à base de la polarisation, bien évidemment. Donc, le transistor, il est là, mais il faut le polariser pour avoir ce transistor, pour savoir ce courant IT. Et ce courant, c'est lui qui va nous permettre d'amplifier ou d'utiliser le transistor dans les applications d'amplification. Le réseau de caractéristiques, il est le même, comme vous pouvez voir. Hein. Donc, si vous revenez sur le GFET, vous allez voir que c'est le même. On a juste remplacé le transistor par le transistor GFET par le transistor MOSFET ou le transistor à effet de champ à gris isolé. Et donc, on trace les caractéristiques. Vous voyez que les caractéristiques qui sont un petit peu différentes des caractéristiques. Bon, ils sont plus ou moins les mêmes, mais il y a une petite différence hein, au niveau du traçage des courbes. D'accord? Donc, ça, c'est le caractéristique de sortie, ou les caractéristiques de sortie, parce qu'il y en a 4. Et ça, c'est le caractéristique d'entrée. D'accord? Ça, c'est le caractéristique d'entrée. Donc, c'est ID en fonction de VGS et ID en fonction de VDS. La zone ohmique, vous voyez, qui est là. Donc, il est pas le même pour différentes valeurs de UGS. Donc, vous voyez que là, la zone ohmique, c'est plus large que dans ce cas-là. Dans ce cas-là, la zone ohmique, il est un peu moins large. D'accord? D'accord? Et dans ce cas-là, on a presque le double. Là. Donc, voilà.
Si je veux bien avoir une résistance sur une large zone, eh ben, il faut mieux utiliser cette valeur de EGS, d'accord? Ou bien cette caractéristique-là, contrairement à ça. Donc voilà, ça permet d'avoir quelques caractéristiques, quelques petites différences par rapport aux caractéristiques de transistor j'ai fait. D'accord? Mais on a toujours ID qui s'écrit sous la forme suivante, alpha VGS moins VT au carré, et GM qui est égal à GM0 VGS moins VT. Avec GM0, c'est 2 fois alpha. Donc voilà pour le transistor MOSFET, ou transistor à effet de champ à grille isolée. Il faut savoir que ce transistor-là, il peut être utilisé dans les différents montages qu'on vient de voir, les montages source commune, base drain commun. D'accord? Les deux montages qu'on vient de voir pour le GFET, on peut facilement, à la place du GFET, mettre un transistor à effet de champ à grille isolée ou bien MOSFET en anglais. D'accord? La même chose, ça c'est général. Il faut savoir que tout montage à base de transistor bipolaire on peut le changer par un transistor euh, à effet de champ. Pour ne pas dire toutes, on va dire la majorité, des montages à base de transistors bipolaires ou d'amplificateurs à base de transistors bipolaires, on peut les changer ou utiliser à la place de ce transistor bipolaire euh, un transistor à effet de champ, soit un GFET ou bien un MOSFET. D'accord? Un canal N ou un canal P, ça dépend de l'application. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'étude des montages, voilà, il se fait presque de la même manière. Hein. Donc, voilà. Donc, peut-être, vous voyez que dans la série 2 de TD, je n'ai pas donné plus d'exercices, beaucoup plus que la série 3 plutôt que j'ai donné que 2 exercices dans la série 3, contrairement à la série 2 où j'ai donné 4 exercices. Ben, parce que c'est le même raisonnement, c'est le même calcul, d'accord? C'est-à-dire toujours on raisonne de la même manière. C'est-à-dire on calcule les mêmes paramètres, l'amplification tension, l'impédance d'entrée, l'impédance sortie. On applique les mêmes principes, quel que soit le montage, transistor à effet de champ, transistor bipolaire, ça revient presque à la même chose. D'accord? Cela dit, il ne faut jamais prendre l'initiative de changer ou de considérer que le transistor bipolaire, c'est un transistor à effet de champ. Ah ben non, ça ne marche pas. Dans l'exercice, si on a un transistor à effet de champ, eh ben, il faut travailler avec l'exercice à effet de champ. Si on a un transistor bipolaire, il faut travailler avec le transistor bipolaire. Donc, au niveau de schéma dynamique équivalent, au schéma simplifié de transistor, chaque type de transistor a son schéma. Un transistor à effet de champ, et là, c'est son schéma à base des paramètres hybrides et aussi ses caractéristiques, à savoir RDS et GM, qui est la transconductance. Par contre, le transistor à effet bipolaire, il a les paramètres hybrides H11 et H21, qui est bêta. Bien évidemment, si on néglige le H12 et le H22, comme on a fait toujours dans le cours et dans les TD. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour les montages, il faut faire attention. Et on a des montages à base de transistor. Une fois qu'on a un exercice avec un transistor à effet de champ, il faut travailler l'exercice avec le transistor à effet de champ. Vous n'êtes pas autorisé de changer le type de transistor. D'accord? Vous n'êtes pas autorisé. Même que ce schéma-là peut fonctionner avec un transistor bipolaire à la place d'un transistor à effet de champ. Donc, vous n'avez pas le droit de changer ça. Il faut garder le type de transistor et travailler avec. D'accord? Donc, soit transistor bipolaire, donc on travaille avec transistor bipolaire, soit transistor à effet de champ, on travaille avec transistor à effet de champ. Donc, il y a multitude des schémas. Donc, il y a des multitudes des schémas, si vous voulez. Et ces schémas-là, donc, on peut les trouver partout, hein, dans différentes applications. Et donc, généralement,
la résolution ou l'étude de ces schémas-là se fait en appliquant les règles qu'on a vues ensemble, quel que soit le type de transistor. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu quelques composants électroniques et on a vu l'utilisation de ces composants électroniques dans les circuits d'amplification. D'accord? Donc, lorsque je parle des composants électroniques, c'est à savoir le transistor. On a vu quelques types de transistors. Pour le moment, 3 types de transistors qu'on a vus. D'accord? Et donc, on les a utilisés pour réaliser des amplificateurs avec différentes fonctionnements, ou différentes caractéristiques, si vous voulez. Donc, amplificateur de courant, amplificateur de tension, amplificateur de puissance, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça rentre aussi dans les classes de